Bonjour à tous et bienvenue à la conférence web Apsis Cyborg et les éditions Compagnons sur Tête Signature. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Sandra Marentier, Partner Success Officer chez les éditions Compagnons. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Sandra, je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors du coup, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandra, je suis arrivée dans l'équipe des Compagnons en juin 2021 et j'ai une double casquette. Donc je suis à la fois consultante comme Claude, Mathieu et Xavi que vous connaissez très certainement. Et j'ai également une casquette de gestion de projet puisque j'accompagne le développement et les améliorations de nos produits. Et également, j'accompagne les clients sur les projets, les produits qui sont les plus complexes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la signature électronique. Je vais vous commencer par vous présenter ce fichier PDF. Ce fichier, vous allez l'avoir à la fin de notre démonstration, de notre présentation. Donc je vais parfois aller assez rapidement sur certaines slides. L'objectif, c'est que vous puissiez les relire à tête reposée. Donc on va commencer par quelques chiffres clés pour comprendre finalement la place de la signature électronique en France. Donc aujourd'hui, environ 50% des entreprises sont déjà équipées de la signature électronique. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Il est normal aujourd'hui de faire de la signature électronique pour l'ensemble des documents des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir gagner en performance digitale, on va pouvoir optimiser les coûts, optimiser les relations et gagner du temps sur toute la paperasse finalement administrative. Bon, ces avantages, comment ils se déclinent? On va gagner en rapidité, en efficience, on va bien sûr économiser et également on va renforcer la sécurité autour des documents qui sont signés électroniquement. On va parler de ce principe de sécurité un petit peu plus tard dans le slide. Je vais vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on retrouve de la sécurité dans cette signature électronique. Alors cette signature électronique, pour qu'elle soit légale, il faut qu'elle respecte un certain cadre. Ce cadre, il se compose notamment de la loi française et du règlement européen IDAS. Cette loi française, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'une signature électronique, elle est reconnue juridiquement uniquement si elle est liée au signataire de manière claire et unique. Donc, on sait qui a signé exactement, il n'y a pas de doute possible. Ce signataire, il est facilement identifiable, donc on sait qui c'est, quel est son nom, son prénom et son adresse email. Seul ce signataire peut l'activer, donc on ne va pas au milieu de la place publique du marché en criant qui veut signer ce document le signe. Non, là, on va l'adresser à une seule personne et donc seule cette personne pourra venir la signer. Et enfin, cette signature électronique, elle est juridiquement valable uniquement si le document n'a pas été modifié après signature. Donc, imaginons, on fait signer une facture avec un montant à 3 chiffres. On se rend compte après signature que mince, c'était pas 3 chiffres, c'était 4. Bon, si on vient modifier le montant qui était prévu initialement, la signature du document est cassée. Donc, finalement, on va devoir repartir sur un nouveau processus de signature. Concernant le règlement européen, je vous laisserai lire la documentation si vous le souhaitez. Il y a plusieurs liens qui vont mener vers des documents, enfin des sites officiels avec toutes les informations nécessaires. Quand on parle de signature, on peut évoquer l'existence de 3 niveaux de signature. La signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Via la plateforme TED, on va pouvoir signer uniquement des documents de type signature simple. Alors, qu'est-ce que c'est une signature avancée ou qualifiée? C'est des signatures qui vont concerner des documents très importants, donc des transactions financières importantes qui vont nécessiter de contrôler la pièce d'identité du signataire, qui vont peut-être avoir besoin qu'il y ait la présence d'un tiers de confiance, par exemple un avocat ou un notaire. Donc, ces documents-là, on ne pourra pas les signer électroniquement via la plateforme TED. Par contre, on va pouvoir signer des tas d'autres documents. On va pouvoir signer des documents RH, donc des contrats de travail, des entretiens annuels, des avenants, etc. Et également des documents commerciaux, comme les devis, les bons de commande, les mandats CEPA. La liste est non exhaustive. Vous aurez peut-être, vous, affaire à des clients qui voudront faire signer d'autres types de documents. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans cette liste que ce n'est pas possible. Il faudra que vous posiez la question. Est-ce que ce document est de nature simple ou est-ce que, par contre, on va rentrer dans un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus sécurisé et dans ce cas-là, on va éviter la signature électronique via la plateforme TED. Généralement, vos clients, dans le cadre de l'utilisation de la signature électronique en entreprise, resteront sur un niveau de signature simple, donc il n'y aura pas de problème.
Alors, la plateforme TED, peut-être que vous la connaissez ou non, c'est une application SaaS, c'est-à-dire qu'elle est accessible depuis un navigateur Internet. Peu importe où on se trouve, en France, à l'étranger ou sur Mars, on va pouvoir accéder à TED via un navigateur Internet. Cette plateforme, elle est personnalisable aux couleurs du client. Donc, on va pouvoir ajouter son logo, une image, une identité visuelle finalement. Et cette plateforme, elle va être paramétrable. Alors, en une journée, quand on parle par exemple de TED Facture, pour ceux qui connaissent, on va partir sur une journée de paramétrage pour être sûr que tout correspond bien aux besoins du client. Par contre, quand on parle de TED Signature, on peut partir sur une demi-journée, voire sur 2 heures si le client a déjà TED pour, par exemple, la gestion des bulletins. Cette plateforme est compatible tout environnement, que vous soyez sur Microsoft ou sur Mac, vous pouvez y accéder. Elle est interopérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir interconnecter TED avec d'autres logiciels grâce à des appels API ou grâce à des passerelles. Elle est bien entendu RGPD et elle est sécurisée dans le sens où on a une gestion avancée des droits et des rôles des utilisateurs. On va pouvoir donc donner des droits aux utilisateurs en fonction de leurs prérogatives. D'accord? Donc, on va vraiment limiter les droits et les autorisations à ce qui est strictement nécessaire pour chacun des utilisateurs. La signature électronique, elle va être 100% française. Pourquoi? Puisque nous travaillons avec un partenaire tiers de confiance, qui est DocaPost, donc filiale de la Poste, et qui est donc une entreprise française. Elle va permettre donc de tracer les signatures, et cette signature, elle va être possible peu importe le nombre de pages qui sont signées. Qu'on fasse signer un document qui fait 3 pages ou un document qui fait 45 pages, le résultat sera le même. Il y aura une signature qui sera apposée. Le workflow de signature, il est assez simple, donc il se présente sur 2 slides différents en fonction de la peau dans laquelle je me place. Là, je me place dans la peau du préparateur, celui qui veut faire signer le document. Bon, ben, ce préparateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se connecter sur la plateforme TED, il dépose le document qu'il doit faire signer à son destinataire, il dépose également les annexes et les pièces jointes s'il en a. Il identifie les coordonnées du destinataire qui va signer le document, par exemple dans le cas d'un devis ou d'une facture, qui est le client. Il identifie également qui sera le signataire, c'est-à-dire le responsable légal de l'entreprise qui émet le document. Il positionne les zones de signature, donc où est-ce qu'on va voir apparaître les gris-gris des signataires, et il envoie pour signature. C'est quasiment terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire au préparateur? Suivre l'état d'avancement des signatures. Est-ce que ça prend encore un petit peu de temps? Est-ce que je dois relancer la personne qui est en attente de signature? Ou est-ce que, ça y est, le document a bien été signé intégralement, je vais pouvoir le récupérer, le déposer sur un SharePoint ou un OneDrive, par exemple. Cette fois-ci, je me mets dans la peau du client, donc la personne qui va venir signer le document en tant que destinataire. Bon, le destinataire, qu'est-ce qu'il se passe? Il reçoit un email qui l'informe qu'il a un document à signer. Il clique sur un bouton, il vient lire le document, toutes les pièces jointes, il peut le télécharger, revenir une semaine après. Quand il s'est décidé qu'il veut signer le document, il clique sur le petit bouton, il suit les étapes de signature et c'est terminé. Une fois que le représentant légal de l'entreprise aura signé à son tour, il va recevoir un email qui lui permet de venir récupérer, télécharger son document qui a été signé intégralement. Tout à l'heure, je vous parlais de sécurité. Donc, grâce à la signature électronique, on va sécuriser le parcours de signature électronique. Et tout ça grâce à DocaPost, donc ce fameux partenaire qui nous permet de mettre en place une signature électronique juridiquement valable. Le mot juridiquement valable doit vous faire penser à quelque chose. On a parlé du cadre légal français, du cadre légal européen avec IDAS. DocaPost va respecter tout ce cadre légal pour mettre en place une signature qui sera juridiquement valable. Comment est-ce que c'est sécurisé? Il y a un certificat électronique Certinomis qui est apposé sur le document lorsqu'il a été signé. On est capable d'identifier le consentement des signataires. Le document est horodaté. On sait à quel moment il a été signé, à quelle heure, à quelle date, etc. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont rattachées au document et qui vont permettre de sécuriser complètement le parcours de signature. Bon, DocaPost, on a quelques chiffres. Je vous laisserai les regarder à tête reposée. Également, les certifications que DocaPost possède. Et on a également la sécurité affiliée à la plateforme TED. Donc la plateforme TED, elle est sécurisée. Comment? Donc grâce au service de protection des DOS, grâce à un pare-feu, un antivirus intégré, et on a également une supervision en temps réel de l'infrastructure par nos équipes techniques. En parallèle, les données sont chiffrées sur des data centers qui sont hébergés en France.
Toute la partie sur les questions fréquentes, je vous laisserai les regarder à tête reposée une fois qu'on aura fait toute la présentation. Peut-être que c'est des questions qui vous reviendront. Pensez à regarder ce PDF qui comporte un certain nombre de questions qui peuvent revenir. Bon, les 5 bonnes raisons de choisir TED, je pense que je ne vais pas vous les apprendre, hein. On va gagner en temps et en efficacité. On accélère les délais de contractualisation. On va réduire les coûts, donc papier, impression, numérisation, affranchissement, mais aussi les coûts humains, hein. C'est toujours du temps humain qui n'est pas passé sur toutes ces tâches. On renforce le faisceau de preuves, donc c'est ce que je disais, on va sécuriser le parcours de signature. Et puis, bien sûr, on va répondre aux usages numériques du quotidien, puisque comme je vous disais, 50% des entreprises aujourd'hui utilisent déjà la signature électronique. La plateforme TED, outre la signature, permet également de dématérialiser les bulletins, mais aussi les factures. Allez, donc je vais vous faire maintenant une démonstration un peu plus concrète de la plateforme. Donc je suis sur une plateforme de démonstration qui est en tout point identique à la plateforme de production qui est utilisée par vos clients. Donc ça sera vraiment similaire. Je parlais tout à l'heure de personnalisation de la plateforme, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un petit côté girly, donc j'ai rajouté une petite fleur de lotus en haut à gauche, j'ai mis une identité visuelle un peu fleurie. Chacun des clients pourra donc adapter sa page d'accueil et le logo avec donc leur identité propre. Je me connecte avec mes identifiants de connexion personnels qui m'autorisent donc à un certain nombre de fonctionnalités, puisque comme je disais tout à l'heure, on a une gestion des rôles et des autorisations qui est vraiment à la maille de chacun des utilisateurs. Petit warning, je suis sur une plateforme de démonstration. On aura donc des temps de latence qui seront plus importants qu'en production, puisque c'est une plateforme qui n'a pas les mêmes ressources techniques derrière. Donc, ne vous affolez pas si vous voyez des temps de chargement un petit peu longs entre les pages, c'est tout à fait normal, nous sommes sur une plateforme de démonstration. Quand je suis connectée sur ma plateforme, j'ai un tableau de bord avec des indicateurs clés. Pour l'instant, tout est à 0 puisque je n'ai pas commencé à dématérialiser de bulletins, de factures ou je n'ai pas encore fait de signature électronique. Sur le petit bandeau à gauche, je vais avoir les fonctionnalités de la plateforme, donc la démat des bulletins et des factures. J'ai également mon onglet signature électronique. Et puis ensuite, j'ai la notion de paramétrage. On va commencer déjà par parler de paramétrage, puisque finalement, c'est un petit peu le nerf de la guerre. On va s'intéresser dans un premier temps à nos utilisateurs. Je vous ai expliqué qu'on peut avoir des utilisateurs avec des autorisations bien spécifiques. Je peux créer autant d'utilisateurs que nécessaire, il n'y aura pas de surcoût. Bon, mais moi, par exemple, j'ai 4 utilisateurs, ce sont donc des personnes qui vont intervenir dans le processus de préparation du document. Le destinataire du document, par exemple, dans le cadre d'une embauche salariale, je vais envoyer comme document un contrat de travail. Mon destinataire, c'est donc mon futur salarié. Le destinataire des documents n'est pas un utilisateur de la plateforme. Sera utilisateur de la plateforme les préparateurs des documents. Côté RH, par exemple, le gestionnaire RH qui va déposer le contrat de travail qui devra être signé. Également, on va avoir le valideur. On a la possibilité de mettre en place un workflow de validation en interne avant que le document soit envoyé pour signature. Donc, Marie, qui a pour nom valideur pour qu'on s'y retrouve facilement, est un utilisateur de la plateforme puisqu'elle sera amenée à valider des documents quand ce sera nécessaire. Également, on a Valérie qui est signataire, c'est-à-dire responsable légal de l'entreprise. Elle va signer le document au nom de l'entreprise. Donc, je leur ai créé des accès sur la plateforme et ensuite, je vais pouvoir gérer les autorisations à la maille de chaque compte émetteur. Avant de passer à la notion de compte émetteur, je m'intéresse à la notion de service. Les services, ce sont les moyens d'acheminer les documents auprès du destinataire. Si on se place dans le cadre du bulletin, peut-être que vous connaissez déjà, le moyen d'acheminer le bulletin auprès du destinataire, ça va être soit par courrier, soit via un dépôt Digipost. J'ai donc identifié 2 services différents. Pour la facture, on va avoir un dépôt soit par courrier, soit par email, soit sur la plateforme Chorus Pro. J'ai donc identifié 3 services d'acheminement du document auprès du destinataire. Dans le cadre de la signature, on a également un service de signature qui repose sur Contralia. Contralia qui est donc DocaPost et qui nous permet de mettre en place la signature électronique juridiquement valable. Pour créer un nouveau service, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter un service de signature Contralia. Je vais lui donner un nom. Alors on va imaginer que c'est une signature avec un OTP, par exemple. Et je vais pouvoir choisir un paramétrage bien spécifique. Alors, je vous vois très bien venir. Qu'est-ce que c'est OTP? OTP, ça veut dire, alors excusez mon anglais,
One Time Password. C'est donc un mot de passe à usage unique. On peut très bien dire qu'on va faire signer un document sans OTP, c'est-à-dire que le document va être envoyé par email, le destinataire va cliquer sur un bouton, il va lire son document, et quand il va cliquer sur signer, la signature sera apposée. Par contre, on pourrait très bien dire, ah non, moi je veux que mon destinataire signe via ce code OTP. Bon, mais quelle est la différence? Pareil, le document est envoyé par email, le collaborateur clique sur un bouton pour venir le voir, il le consulte et quand il va cliquer sur le bouton signer, il va devoir renseigner son numéro de téléphone et ensuite un mot de passe à usage unique qu'il aura reçu par SMS. Donc on vient renforcer le dossier de preuve qui est associé à la signature du document. Non seulement on sait qui est la personne qui a signé, son nom, son prénom, son adresse email, son adresse IP, mais en plus on sait via quel numéro de téléphone il a signé ce document. Donc on vient renforcer le dossier de preuve. On peut mettre également 2 OTP, c'est-à-dire que et le destinataire et l'entreprise qui émet le document devra signer via cet OTP. On peut en mettre aucun. Donc, le choix du service de signature va dépendre de la complexité du document qui sera signé. Plus le document est important, plus il est risqué, et plus on va dire, bon ben là, on va mettre en place un service de signature complexe pour vraiment faire un dossier de preuve qui sera béton. Le troisième paramétrage, vous avez dû le voir, c'est le document contractuel sera archivé. Quand on signe un document électroniquement, on peut avoir besoin de le garder avec une valeur probante. On va l'archiver avec une valeur probante. Donc, si on coche cette petite case, ça veut dire que tout document signé électroniquement via ce service de signature sera automatiquement stocké dans le coffre-fort de la plateforme TED pour une durée de 10 ans. Donc, le document sera visible pendant 10 ans sur la plateforme avec une valeur probante qui lui est associée. Donc, j'avais pris un petit peu d'avance. J'avais déjà créé 4 services de signature différents. Un avec aucun OTP, un avec un seul OTP, un avec OTP plus un archivage électronique avec valeur probante et un avec 2 OTP. Maintenant, je vais m'intéresser à ma notion de compte émetteur. Le compte émetteur, c'est la structure juridique qui va émettre des documents à destination donc des destinataires. On peut avoir des comptes émetteurs en fonction des filiales. Par exemple, bon, imaginons que demain, Apsicyborg signe avec PSA, ce que je vous souhaite. Ben, PSA, il va vous dire oui, mais moi, alors attendez, j'ai plusieurs filiales. J'ai Citroën, j'ai Peugeot et après, j'ai plus d'exemples parce que je ne m'y connais pas en voiture. Bon, ben déjà, vous pourrez vous dire il y aura au moins 2 comptes émetteurs, un pour Peugeot et un pour Citroën, parce qu'on a 2 structures juridiques qui vont émettre des documents à destination des destinataires. Prenons plus simple. Vous signez un contrat TED avec un client qui n'a pas de filiale, sauf que ce client, il vous dit, ouais, mais moi, je voudrais utiliser TED pour faire des bulletins de salaire, pour faire des factures, pour faire des signatures. Bon, génial, c'est super, c'est un très bon client. Donc, on va pouvoir lui faire un compte émetteur pour les bulletins de salaire, un pour les factures et un pour les signatures. Dernière option, on peut très bien dire, OK, il veut bulletin de salaire, facture, signature, sauf que pour la signature, il va faire signer des devis. Donc finalement, c'est un petit peu lié à la notion de facture, on aura les mêmes destinataires. Et ils veulent également faire signer des contrats de travail. Ah, bah je pense que vous avez compris. Pareil, les contrats de travail, c'est très lié au bulletin de salaire, puisque on fait signer un contrat de travail à un futur salarié qui va donc devenir salarié et donc recevoir des bulletins de salaire. Donc en faisant un compte émetteur pour la signature des devis plus les factures, on va finalement mutualiser les destinataires. Les destinataires de devis deviendront des destinataires de factures. Bon, tout ça, ça peut paraître très peu concret tant qu'on n'arrive pas avec un besoin vraiment très réaliste d'un client qui vient vous expliquer comment est-ce qu'il veut fonctionner. Donc, pour l'instant, restez seulement sur l'idée qu'un compte émetteur, c'est donc une structure qui va émettre des documents. Ce compte émetteur, moi, j'ai décidé d'avoir qu'un seul compte émetteur qui permet de gérer la signature. J'ai des informations à l'intérieur et je vais identifier des opérateurs qui sont les utilisateurs de la plateforme qui seront amenés à gérer des documents pour la signature. Bon, ben, du coup, je sais que Marie, valideur, sera amenée à le faire, Pierre préparateur, Valérie signataire. Donc, je leur ai donné des noms de famille pour qu'on puisse y retrouver facilement. Et je vais aller encore plus loin. Non seulement Valérie est en capacité d'intervenir sur le compte émetteur signature, mais en plus, je vais lui donner des autorisations. Et ces autorisations, je vais aller à la maille la plus fine. Je vais lui dire, bon, mais Valérie, c'est une signataire. Je vais lui donner le droit de signer et de suivre les contrats, mais pas plus.
Pareil, Marie, qui est valideur, ne pourra que valider les contrats, bon, gérer les contractants si besoin et suivre les contrats. Donc, on va aller à la maille la plus fine pour donner des autorisations qui seront vraiment liées aux prérogatives des utilisateurs. Et également, pour information, Marie, qui est donc opérateur du compte émetteur signature, si je vais dans le compte émetteur facture, on verra qu'elle n'y est pas. Ça veut dire que Marie ne peut intervenir que sur la signature et pas sur la facture ou sur les bulletins de salaire. On continue avec notre notion de service. Quels seront les moyens d'acheminer les documents pour les types de documents contrats? Bon, tout à l'heure, j'avais créé 4 services de signature contralien, aucun OTP, simple OTP avec archivage et double OTP. Eh bien, je sais que pour le compte émetteur signature, je ne pourrai utiliser que le service de signature simple OTP avec archivage ou le service de signature double OTP. Les 2 autres services de signature que j'avais créés tout à l'heure, finalement, ne me seront pas utiles pour les documents qui seront signés dans le cadre du compte émetteur signature, puisque ce sera des documents qui seront, pour moi en tout cas, plutôt risqués et importants. Donc, je veux mettre au moins un OTP. Si j'avais un autre compte émetteur qui me permettait de faire de la signature de devis, par exemple, exclusivement, j'aurais très bien pu dire, le service de signature pour les devis, ce sera que du aucun OTP. Ce n'est pas un document risqué juridiquement, donc je peux me contenter de ce service de signature. Dernière chose, c'est la page signature. On rentre un petit peu dans le sujet propre vraiment à la signature. Donc, on va avoir 3 informations différentes. Le tampon d'entreprise. Lorsque le responsable légal d'entreprise va signer le document, il pourra utiliser un tampon d'entreprise ou alors une autre image de signature s'il le possède. Ensuite, on va avoir la notion de zone d'emplacement réservée. Nous, en tant qu'humains, quand on vient signer avec notre petit stylo notre signature sur un document papier, on sait que la signature qu'on doit opposer, si on est futur salarié, c'est signature du salarié, on signe en dessous. Sauf que la plateforme, elle n'est pas capable de faire ça. Il va falloir qu'on l'aide un petit peu. Donc, on va lui donner des mots-clés. On va lui dire, Madame la plateforme, si tu vois le mot-clé signature salarié tout collé exactement comme ça, c'est ici que la signature du destinataire devra apparaître. Pareil, signature de l'employeur, si tu trouves ce mot-clé, c'est ici que la signature du responsable légal de l'entreprise va apparaître. On a la notion du tampon contralié, tampon du service de signature, qui permet peut-être, si vous le souhaitez, ce n'est pas nécessaire, le client peut très bien décider de ne pas l'afficher, donc d'afficher par contre sur le document le tampon qui permet donc de certifier que Contralia est bien passé par là pour dire ce document est bien signé correctement. Dernière chose, on a le recueil du consentement. On peut mettre en place une petite case à cocher à l'intérieur du document avec un petit texte et un lien qui dit j'accepte, j'ai lu et j'accepte les conditions dans le document ci-joint ou dans ce que j'ai lu, etc. Et donc, pour expliquer à la plateforme où se trouvera cette case à cocher, on va lui donner un petit mot-clé qu'on va glisser dans le document. Alors, ce n'est pas très clair pour l'instant. Je vais vous montrer le fichier PDF que je vais faire signer. Ce fichier PDF, c'est un contrat de travail. Je vais embaucher monsieur Jean Pousse. Et bien sûr, ce contrat de travail, j'ai rajouté des mots-clés. Alors, je les ai rajoutés en noir sur blanc pour l'instant, pour qu'avec nos yeux d'humain, on soit capable de les lire. Mais j'aurais pu mettre ces mots-clés en blanc sur blanc et la plateforme aurait été capable de dire « Ah oui, il y a le mot-clé signature salariée ». Bon, j'ai eu pitié de nos yeux, j'ai mis en noir sur blanc pour qu'on puisse correctement les voir. La plateforme, elle va voir le mot signature salariée, elle va dire « Ah, je connais ce mot-clé, c'est ici que je vais apposer la signature du salarié lorsqu'il aura bien signé le document. » Pareil pour la signature de l'employeur. Et dernière chose, pareil pour le tampon contralien. Pour la case à cocher, c'est pareil. J'ai mis un petit texte, j'ai lu et j'accepte l'ensemble des documents ci-dessous avec un petit lien vers un fichier PDF et j'ai mis le mot-clé. Je sais que c'est ici que la case à cocher apparaîtra au moment de la signature du document. Donc, je le répète, je l'ai mis en noir sur blanc pour qu'on puisse les voir, mais j'aurais très bien pu les mettre en blanc sur blanc. Attention, le mot signature employeur, je l'ai écrit comme ça dans mon document PDF, signature collée employeur. Dans le compte émetteur, j'ai fait exprès de rajouter une petite coquille, j'ai mis des underscores. La plateforme, elle va chercher le mot signature underscore employeur. Elle ne va pas le trouver, bien entendu, puisqu'elle cherche, elle est bête et méchante, on va dire, elle cherche signature underscore employeur. Donc, quand elle va voir signature employeur tout court, elle ne va pas dire « oui, ce mot-clé, je le connais, donc je vais apposer ici la signature de l'employeur ».
Ces mots-clés ne sont pas obligatoires, par contre, ils permettent de gagner du temps. Vous allez voir comment. Dernière chose, on a la possibilité de paramétrer des relances automatiques. Si le valideur est en attente de validation, qu'il n'a toujours pas validé le document, eh bien, il va être relancé la première fois au bout d'un jour, et puis il sera relancé tous les 2 jours par la suite. Pareil pour le destinataire. S'il n'a pas signé son document, bon allez, je lui laisse 3 jours au début, et ensuite je le relance tous les 2 jours. Pareil pour le signataire. Donc le signataire, c'est un peu plus urgent. Je vais faire donc première relance au bout d'un jour, et puis les autres 2 jours après. Donc, ce seront des relances automatiques. Je n'aurai pas besoin d'intervenir humainement pour lancer ces relances. C'est la plateforme qui va gérer toute seule. J'enregistre mon paramétrage, j'ai terminé. Alors, ça paraît un peu long puisque je vous explique absolument tout ce qui se passe, mais vous verrez qu'un paramétrage de plateforme, finalement, c'est très rapide. On a très peu d'informations à renseigner. On va rentrer dans le nerf de la guerre. On va pouvoir commencer par préparer un contrat, une signature. Donc, j'ai des droits de préparateur. Je vais donc dans l'onglet Préparer un contrat et je vais créer un nouveau contrat. Sur cette page, on va avoir deux panneaux. Le panneau de gauche qui concerne les fichiers en tant que tels, le panneau de droite qui concerne les workflows de signature. Bon, la première chose à faire, bien entendu, je viens sélectionner le fichier PDF qui va devoir être signé électroniquement. Ce fichier PDF, c'est donc mon contrat de travail. Sur ce document, je vais avoir des informations qui vont m'être utiles pour le workflow de signature. Qui est le destinataire de ce document? Bon, je le sais, Monsieur Jean Pousse est mon destinataire. Je vais apprendre à la plateforme à venir lire l'information. Avec ma souris, je viens encadrer l'information du destinataire et de son adresse et je lui dis c'est une capture d'information qui concerne l'adresse ou la dénomination du destinataire. Je valide. Également, il y a une adresse email. Je pense que vous vous en doutez, pour signer électroniquement un document, il faut envoyer une information par email. Bon. Donc l'adresse email est un champ obligatoire. Je viens zoner l'information. Cette fois-ci, je lui dis bien que c'est une capture d'information qui contient l'adresse email du destinataire. Et maintenant, je vais pouvoir identifier le destinataire. Qui est donc ce destinataire? Je crée un nouveau destinataire puisque la plateforme ne connaît pas encore Monsieur Jean Pousse. Grâce aux informations que j'ai zonées, je retrouve automatiquement l'adresse email, le nom, le prénom, l'adresse postale. Et donc, je vais pouvoir terminer en rajoutant la civilité, un identifiant unique. Et puis, je vais lui dire, le compte émetteur qui est concerné par cette signature, c'est l'arbre SMA signature. Ce que j'ai zoné en bleu n'est pas obligatoire. Vous pourriez très bien avoir un document qui ne contient pas l'adresse email du destinataire. Ce n'est pas un problème. C'est juste qu'au moment où vous allez rentrer sur la fiche du nouveau destinataire, vous aurez une adresse email vide qu'il faudra donc saisir manuellement. J'enregistre mon destinataire. Je sais donc que M. Jean Pousse est notre destinataire. Je reviens rapidement sur ma notion de fichier. Sur mon fichier, quand je descends un petit peu, je vais finalement maintenant avoir des informations supplémentaires. Ces informations, ça doit vous dire quelque chose, c'est les zones d'emplacement réservées. La plateforme, elle a lu les mots-clés. Elle a lu signature salariée, elle a dit « Ah, ça je connais, c'est la signature du destinataire ». Pareil pour le tampon du service de signature. La signature de l'employeur, on lui avait dit signature _ employeur, elle ne l'a pas compris, donc elle ne l'a pas affiché. Par contre, moi, je peux venir l'aider. Je peux lui dire « Ah oui, désolé madame la plateforme, je me suis trompée. Je vais te dire que c'est ici que la signature de l'employeur apparaîtra. Cette fois-ci, c'est une zone d'emplacement réservée pour la signature de l'entreprise. Elle apparaît donc correctement. Également, on va avoir la case à cocher qui apparaîtra bien ici. Donc, je la zone pour vous montrer où est-ce qu'elle se situe. Pour l'instant, la plateforme ne nous le montre pas. Par contre, on le verra au moment de la signature du document. Cette case à cocher apparaîtra bien sur ce fameux mot-clé. Si je souhaite continuer, donc, notre document principal, notre contrat de travail, c'est bon, on l'a saisi, on a notre zone d'emplacement réservée, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux documents annexes. Est-ce que j'ai des documents secondaires que je veux ajouter? Les documents secondaires, ce sont des documents PDF qui vont être fusionnés au document principal et qui vont bénéficier de la signature électronique. Bon, typiquement, moi, j'aime bien faire signer un règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur sera fusionné au contrat de travail et il va donc être signé en même temps que le contrat de travail, avec une seule signature. Je peux mettre autant de documents secondaires que nécessaire. Les documents joints, ce sont des documents qui ne seront pas fusionnés au document principal. Ces documents, ils vont transiter avec le document principal et ils ne bénéficieront pas de la signature électronique. Ce sont plutôt des notes d'information, par exemple le geste barrière Covid, les informations sur la mutuelle en place dans l'entreprise.
Donc, on va les envoyer. Le destinataire, le futur salarié va pouvoir les lire. Par contre, il ne va pas les signer électroniquement. J'ai fini ma partie fichier. J'ai tout renseigné. Je sais qu'est-ce qui va être signé, qu'est-ce qui va être envoyé pour information. Je m'intéresse maintenant à mon workflow de signature. Bon, notre destinataire, on l'a déjà identifié, c'est Monsieur Jean Pousse. Parfait. Maintenant, je vais identifier un valideur. Est-ce que je vais faire valider ce document en interne avant qu'il soit envoyé pour signature? Bon, ben, je peux très bien décider de le faire valider ou pas. Dans cet onglet valideur, je vais avoir toute personne, tout opérateur du compte émetteur qui avait le droit, l'autorisation de valider. Bon, ben, dans mon compte émetteur, l'Arbrest, c'est ma signature. Seuls les opérateurs Marie et Sandra avaient le droit de valider. Si je soumets la validation à Marie, eh bien, je vais seulement pouvoir soumettre à validation, c'est-à-dire que je vais forcément rentrer dans un workflow de signature en interne. Par contre, je peux très bien dire que le valideur, ce sera moi-même, puisque j'ai le droit de valider. Et dans ce cas-là, soit je soumettrai validation à moi-même, ce qui n'est peut-être pas nécessaire, soit je dis directement, je suis d'accord avec moi-même, ce document a été vérifié sur le fond et sur la forme, je peux directement l'envoyer pour signature. Ensuite, je vais pouvoir identifier mon signataire, qui est le responsable légal de l'entreprise, qui va donc signer en son nom. Ben pareil, seuls les opérateurs ayant l'autorisation de signer apparaissent ici. Donc, on a moi-même et également Valérie. Je me choisis encore une fois moi-même pour que le processus soit simple, que je puisse vous montrer tout le processus de signature intégralement. Les services de signature, de quelle manière je veux faire signer ce document par mon destinataire? Est-ce que je veux qu'il ait un OTP et que ça soit archivé électroniquement dans mon coffre-fort? Ou est-ce que je veux simplement qu'il y ait 2 OTP, donc un pour le destinataire et un pour le responsable légal d'entreprise? Mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'archivage électronique. Je vais faire le choix en mon âme et conscience. Je trouve que ce document est assez important, donc je veux de l'OTP, mais il n'est pas assez risqué pour passer sur du double OTP. Donc je reste sur un OTP avec l'archivage électronique. Je donne un nom à ce document pour que je puisse le retrouver et comprendre de quoi je parle. Et je vais pouvoir donner une date limite de signature. Ben oui, si notre futur salarié, il doit commencer le 1er mai, le 2 mai, pardon, ben, du coup, je vais faire en sorte que le document soit signé avant le 30 avril. Si nous dépassons la date du 30 avril et que le document n'a pas été signé, il sera automatiquement annulé. Je peux renseigner un message personnalisé. Ce message, il va transiter avec le document et il sera visible par le destinataire. Donc, je vais dire merci de lire les documents en annexe. En annexe. Parfait. Maintenant, j'ai 4 possibilités. Soit j'annule, donc j'abandonne tout ce que j'ai fait, c'est pas le but. Soit j'enregistre, c'est-à-dire que le document, je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour l'envoyer pour validation ou pour signature. Donc, je le garde sous le coude au format brouillon et puis je reviens dessus dans un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Et enfin, je peux soit soumettre à validation, soit valider. Bon, je suis moi-même le valideur, je vais directement valider le document, donc il va partir pour signature électronique. Je suis actuellement sur une plateforme de démonstration. Ça veut dire que le document ne va pas vraiment partir vers Monsieur Jean Pousse, il va partir vers une adresse email que je renseigne ici. Ça va permettre d'intercepter le flux pour qu'on puisse gérer ensemble tout le processus de signature nous-mêmes. Dans une plateforme de production, nous n'aurions pas cette petite pop-up, ça partirait directement pour signature avec ce petit message de validation préalable. Donc, le document va bien être validé et le workflow de signature initié. C'est parfait, ça me va. Donc moi, en tant que préparateur, j'ai finalement terminé de préparer le document. Ce document, il est parti pour signature. J'ai quasiment plus grand-chose à faire. Bon, je suis quand même assez curieuse de savoir si tout se passe correctement, si le document a bien été signé intégralement, par qui, à quel moment. Donc, je vais pouvoir faire le suivi de mon contrat. Alors, c'est ce que je disais, hein, nous sommes sur une plateforme de démonstration, donc nous avons parfois des temps de latence qui sont un peu plus importants. Sur la plateforme de production, ça serait déjà parti. Donc moi, en attendant, je vais me mettre dans la peau de Monsieur Jean Pousse, notre futur salarié. Eh bien, notre futur salarié, lui, il va recevoir un email sur sa boîte mail personnelle qui va l'inviter à venir signer le document. Alors, je vais avoir quelques problèmes d'internet également, donc on ne va pas s'affoler. Parfait. Donc le document a bien été préparé intégralement. Il est parti pour signature. Dans l'onglet Suivre les contrats, je vais avoir le récap de tous les documents qui sont en cours de signature, qui ont été signés ou qui ont été annulés. Bon, ben, mon document, on le retrouve bien, c'est le CDI de Jean Pousse. Il est en cours de signature.
ni le destinataire, ni le signataire n'ont signé le document. Alors ici, je vais avoir la possibilité soit d'annuler le contrat. Mince, je me rends compte que le document il n'est pas correctement établi. Je ne vais pas laisser Monsieur Jean Pousse le signer. Donc, je peux cliquer sur le bouton annuler le contrat, renseigner une raison qui expliquerait pourquoi on annule ce contrat. Et puis, quand je vais cliquer sur annuler le contrat, le destinataire va recevoir un email avec l'information du pourquoi, du comment ça a été annulé. Je peux également relancer manuellement. Je me rends compte que, oulala, ce document est extrêmement urgent. Je sais que le collaborateur, le destinataire, ne va être relancé que dans 1 jour ou dans 2 jours. Je ne sais plus ce que j'avais paramétré. Bon, s'il est relancé que dans 2 jours, c'est tellement urgent que je peux très bien dire, je vais le relancer tout de suite. Hein, comme ça, on est sûr qu'il reçoit bien l'email pour venir signer le document. Je mets ma casquette de Monsieur Jean Pousse. Monsieur Jean Pousse, il a bien reçu un email. Cet email l'invite à venir signer électroniquement le contrat. Le message personnalisé apparaît bien. Merci de lire les documents en annexe. Et on a également l'information de la date limite de signature. Donc, Monsieur Jean Pousse sait qu'il ne peut signer ce document que jusqu'au 30 avril. Après, c'est fini. Dans cet email, il peut donc cliquer sur un bouton qui lui permet d'accéder à la lecture de son document. J'ouvre la page dans une fenêtre de navigation privée puisque Monsieur Jean Pousse n'est pas un utilisateur de la plateforme. Il n'a pas besoin de se connecter pour venir lire le document et le signer. Quand il arrive sur la page, il a tout d'abord la possibilité de lire son document. Donc son document principal, c'est-à-dire le contrat de travail. On voit les futurs emplacements de zones de signature. On voit également la case à cocher avec un petit message qui lui exprime explicitement qu'il doit cocher cette case pour pouvoir avancer. Et il a également les documents secondaires qui vont bénéficier de la signature électronique. Il a également accès à l'ensemble des documents annexes, les documents joints, qui ne sont donc pas signés électroniquement. Il peut télécharger les documents, revenir sur cette page dans 1 semaine s'il a besoin de réfléchir à tête reposée, et il va pouvoir signer ou refuser. Si je cherche à signer, la page me redirige automatiquement sur la case à cocher que je n'ai pas encore cochée. Donc, quand je coche la case, cette fois-ci, si je clique sur le bouton signer, mince, il faut que je lise intégralement le document avant signature. Ça remplace la notion de paraphe. La paraphe permet d'indiquer, de montrer qu'on a bien survolé l'ensemble des pages du contrat qu'on signe. Eh bien, quand on survole l'ensemble du document, c'est pareil. On a survolé tout le document avant sa signature, on en a donc pris connaissance. Cette fois-ci, je vais pouvoir signer le document parce que j'ai coché la case et parce que j'ai lu intégralement le document. La signature de M. Jean Pousse, ça se crée automatiquement avec son prénom et son nom. Il peut utiliser une image de signature s'il en possède une dans ses fichiers. Avec le pointeur de sa souris, il peut venir rajouter une signature s'il le souhaite. Et il va pouvoir passer à la signature du document. Nous étions dans le contexte d'une signature avec OTP. Donc, il est tout à fait normal que M. Jean Pousse doive renseigner son numéro de téléphone et ensuite le mot de passe à usage unique qu'il va recevoir par SMS. Alors, je ne peux pas vous montrer mon écran de téléphone, mais l'arrivée du SMS, est extrêmement rapide. Je viens de la recevoir à l'instant. Donc, je la saisis. Et je peux donc signer mon document. Pourquoi? Parce que j'ai renseigné mon numéro de téléphone et le mot de passe à usage unique reçu par SMS. Le document a bien été signé électroniquement par le destinataire, donc il n'a plus rien à faire. Il peut quitter sa fenêtre et passer à autre chose en attendant de recevoir sa version du document signée intégralement. Je remets ma casquette de préparateur. Le préparateur, il revient de temps en temps sur la plateforme et il se rend compte que le document est toujours en cours de signature. Par contre, notre destinataire a bien signé le document aujourd'hui à 11h39. Parfait. Maintenant, c'est au responsable légal de l'entreprise de venir signer le document. De la même manière, on va pouvoir relancer cette fois-ci le signataire. On va pouvoir annuler le document si on se rend compte que, oups, il n'était pas bon ce document. Ou alors, on va pouvoir venir directement signer le document via ce petit crayon. Le signataire a toutefois reçu un email. Cet email qui l'informe que le document est en attente de sa signature à lui. Pourquoi? Parce que Monsieur Jean Pousse a signé le document. Donc, c'est à présent au signataire d'intervenir. Cette fois-ci, je me connecte à la plateforme. Je suis bien connectée avec mes identifiants de signataire. Et donc, je vais pouvoir venir signer le document en ma qualité de responsable légal de l'entreprise. De la même manière, le signataire va pouvoir lire le document. Il va d'ailleurs voir que la case est bien cochée. Il voit la signature du salarié, vous savez, cette zone d'emplacement réservée.
et donc il va pouvoir voir l'ensemble des documents. S'il cherche à signer le document, oups, il faut lire intégralement le document pour pouvoir le signer. Pareil que le destinataire. Je descends tout en bas, cette fois-ci, je viens signer le document. Le signataire possédait une image de signature dans sa fiche utilisateur. Je vous montre ça tout de suite. Si je vais dans mon onglet utilisateur et que je vais voir la fiche de notre signataire, je vois bien qu'il y a une image de signature qui avait été ajoutée. Donc, par défaut, la plateforme permet de signer directement avec cette image. Sinon, on peut utiliser le tampon d'entreprise, comme on avait défini tout à l'heure. On peut également utiliser le nom et le prénom comme pour le destinataire. On peut rajouter du texte et on va pouvoir signer le document. Cette fois-ci, pas d'OTP. On n'avait pas paramétré d'OTP pour le responsable légal de l'entreprise. Donc, quand je clique sur le bouton signer, je signe directement le document. Je ferme. Avec ma casquette de signataire, j'ai terminé mon boulot. Moi, je passe à autre chose, c'est fini. Je remets ma casquette de préparateur du document. Je vais dans l'onglet Suivre les contrats et cette fois-ci, on va pouvoir voir que le statut du document est bien passé à signer parce que le document a été signé par le destinataire et par le signataire. On sait que le document a été signé via un processus de service, un OTP avec archivage électronique. Ah ben oui, effectivement, si je vais dans mon coffre-fort électronique, je vais bien retrouver mon document avec une valeur probante associée. Dans l'onglet Suivre les contrats, vous avez dû voir le petit œil associé au document. Ce petit œil, il permet tout au long de la vie du document de retrouver toutes les informations qui sont rattachées. Quel était le workflow de signature qui a été mis en place, la date limite de signature, son statut, il a bien été signé intégralement. Et on va pouvoir venir télécharger les documents également. Attention, le coffre-fort permet d'archiver avec une valeur probante le document pendant 10 ans. Par contre, si on n'utilise pas le coffre-fort, il est absolument nécessaire de venir télécharger les documents et les stocker ou les archiver ailleurs, puisque la plateforme n'a pas vocation à archiver les documents, ni à les stocker. Donc, le document ne reste dans la plateforme que 2 mois. Au bout de 2 mois, si on vient sur cette page, on ne trouvera plus le document sur la droite. On retrouvera bien tout son workflow de signature, mais on ne trouvera plus le document et il ne sera donc plus téléchargeable. Je mets la casquette de Monsieur Jean Pousse. Monsieur Jean Pousse, il a reçu un email qui lui dit que le document a bien été signé par toutes les parties. Attention, ce document est bien disponible en téléchargement 2 mois uniquement. Passé ces 2 mois, il ne pourra plus le télécharger. Il ouvre donc le bouton dans une fenêtre de navigation privée puisqu'il n'a pas besoin de se connecter. D'accord? C'est un utilisateur anonyme de la plateforme. Il retrouve son document et il va pouvoir soit déposer ce document sur son coffre-fort Digipost s'il en possède un, soit directement télécharger les documents. Donc, on a un fichier zip avec le document principal et également l'ensemble des documents joints, donc les annexes. J'ouvre mon fichier PDF dans un lecteur PDF. Alors, moi, j'ai Adobe, mais on peut très bien avoir File, Read, Signature, enfin bref, tout document qui permet de venir lire les documents. Tout logiciel qui permet de venir lire les documents permettra donc de retrouver les informations de signature électronique. Si je descends un petit peu, je retrouve bien notre case à cocher qui a été donc cochée. Pour rappel, hein, le mot-clé qu'on trouve derrière et qui n'est pas très beau, on aurait pu le mettre en blanc sur blanc pour pas que ça pose problème à la lecture. On retrouve également l'ensemble des signatures électroniques. Donc, Monsieur Jean Pousse a bien signé, l'employeur également, et on a le tampon contraliant. Si je clique sur chacune des signatures, on retrouve bien une information de DocaPost. La signature est valable, les documents n'ont pas été modifiés, l'identité du signataire est valable. J'espère que tout le monde arrive à tilter par rapport au cadre légal français. Vous vous rappelez, on a parlé d'un cadre légal qui permet justement de dire qu'une signature est juridiquement valable uniquement si elle respecte un certain cadre légal. Eh bien, DocaPost, avec ce petit message d'information, il nous confirme que la loi française et le règlement européen IDAS sont bien respectés. Cette signature est donc juridiquement valable. On a les propriétés de la signature, le certificat de signature qui sont apposés, et donc on a ces informations sur chacune des signatures. On voit également le tampon du service Contralia, donc de DocaPost, qui permet via un mot de passe, un identifiant unique, de retrouver le dossier de preuve qui est associé à cette signature. Si demain le client ou le destinataire pose problème juridiquement, eh bien, on va pouvoir, grâce à DocaPost, retrouver toutes les informations associées. Dans l'onglet signature sur la gauche, le petit bandeau de signature, on retrouve encore une fois toutes ces signatures avec l'unité d'horodatage
ce qui permet donc, grâce à ce tiers de confiance DocaPost, de confirmer que ce document a bien été signé tel jour à telle heure. Les signatures qu'on voit physiquement sur le document, ces petits gris-gris sont purement optionnels. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, ça nous rassure de voir une petite signature électronique sur le document parce que c'est joli, parce qu'on a l'habitude de les voir. Mais même si on n'avait pas renseigné les zones d'emplacement réservées, qu'on n'avait pas dit à la plateforme, si tu vois le mot-clé machin chouette, c'est ici que tu devras apposer la signature du destinataire. Si on ne l'avait pas fait, on aurait quand même eu le volet de signature qui a été renseigné. Parce que la signature électronique et le certificat Certinomis sont apposés sur le fichier lui-même et pas visuellement. Donc, on a fait un processus de signature électronique complet. J'ai terminé ma présentation. Je peux peut-être vous laisser passer à une session de questions-réponses. Merci Sandra pour cette présentation. Passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc Sandra, on a quelques questions. Première question, comment choisir le type de signature à appliquer à un contrat, avec ou sans OTP? Alors du coup, pour la signature électronique qu'on va apposer, le type de service qu'on va utiliser, ça va dépendre donc du risque et de l'importance du document. Plus un document sera risqué et important, plus on va faire en sorte d'avoir un dossier de preuve qui sera complexe. Donc un document qui sera considéré simple, sans niveau d'importance derrière, on pourra rester sur aucun OTP. Et derrière, on pourra dire, bon, ben, je veux du simple OTP ou du double OTP parce que c'est un document très important. Merci. Deuxième question, est-il possible de parapher le document signé? Alors non, la notion de paraphe n'existe pas électroniquement. Par contre, elle est remplacée par l'obligation de scroller sur l'ensemble du document. Donc, visuellement, on ne verra pas de paraphe en bas à droite du document comme on le fait habituellement avec notre stylo. Par contre, électroniquement, on pourra bien confirmer que c'est l'ensemble du document qui a été lu et qui a été signé. Donc, on pourra dire que toutes les pages ont bien été survolées. Merci. Autre question, peut-on faire signer le responsable légal de l'entreprise avant le destinataire? Alors non, à ce jour, on fait d'abord signer le destinataire, donc notre client ou notre futur salarié, et ensuite, lorsqu'il a signé le document, on passe au responsable légal de l'entreprise qui va lui clôturer la signature électronique. Merci. Donc on a une autre question, qui est Contralia? Alors, Contralia, c'est une filiale de La Poste. Donc, Contralia appartient à DocaPost et DocaPost est une filiale de La Poste. Donc, c'est un tiers de confiance qui va permettre de mettre en place une signature qui sera juridiquement valable, donc au sens du règlement français et du règlement européen. Merci Sandra, c'était notre dernière question. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.